Bonjour à toutes et tous. On attendait pardon pour le retard, mais vous l'avez vu, j'étais là, donc c'est pas moi qui suis cause du retard. On attendait que ça se termine là-bas, mais visiblement la scène principale est un peu décalée. Donc on va démarrer, si vous en êtes d'accord, puisque vous nous faites et vous me faites la gentillesse et la politesse d'être là à l'heure. Donc on va essayer de démarrer le plus rapidement possible maintenant. Voilà, donc. Comme l'indique le titre, nous allons parler de la CSRD. C'est un nom anglais qui explique. Donc ma présentation sera en français et j'essaye. Je sais qu'au Parlement européen, beaucoup de choses se font en anglais. Mais là, on va essayer de rester en français. Donc, l'obligation pour les entreprises de publier les informations détaillées concernant leur chaîne d'approvisionnement. Donc, vous avez déjà un premier élément, c'est sur l'ensemble de la chaîne. Sur les questions de durabilité, donc avec évidemment la question climatique et la question environnementale. Dans les questions environnementales, déforestation, pollution, mais également. Et ça, c'est une caractéristique dans laquelle nous allons peut-être un peu entrer, juste parce qu'elle nous différencie des autres normes internationales qui sont en cours d'élaboration. Je pense notamment à celle de l'IFRS, de l'ISSB, avec notre ami Emmanuel Faber à la présidence. Donc nous, on intègre au niveau européen, au-delà donc des questions climatiques, qui sont vraiment les questions les plus importantes pour la communauté internationale mondiale, nous intégrons donc les questions de biodiversité, d'environnement, de pollution, mais également les enjeux sociaux ou la gouvernance. Ça, c'est un point très très important sur lequel nous reviendrons. Bon, le format, j'entre pas dans le détail. Si vous avez des questions à poser sur cette question-là, on va être dans un format qui est compatible et qui est cohérent avec le rapport financier, évidemment, puisque, in fine, il n'y aura qu'un seul rapport, une seule certification, celle du commissaire aux comptes en France, mais il n'y a pas des commissaires aux comptes partout, mais on va dire les auditeurs classiques financiers qui certifieront à la fois les questions financières et les questions extra-financières. Donc, pourquoi alors un nouveau texte vous savez et vous devez connaître la NFRD. Donc la NFRD, c'était le non financier, l'extra-financier. Ça existe depuis 2014. Depuis 2014, il s'est passé un certain nombre de choses. Il s'est passé des choses évidemment avec l'accord de Paris. Il s'est passé également avec le Green Deal européen et la volonté de l'Union européenne de se saisir des questions climatiques, des questions environnementales et d'être leader au niveau mondial et donc de réguler et d'obliger petit à petit à une plus grande transparence. On pourra parler aussi, si ça vous intéresse, du devoir de vigilance qui est en train de travailler, mais qui est en train d'avancer au Parlement européen. La grande différence entre la CSRD et le devoir de vigilance, je le dis maintenant parce que là c'est un peu plus pour les juristes, mais tout le monde va comprendre, même les non-juristes, c'est la différence entre l'obligation de dire et l'obligation de faire. La CSRD, c'est une obligation de dire, c'est-à-dire que vous déclarez. Ce sont les entreprises qui déclarent sous le contrôle d'un auditeur, mais il n'y a aucune autre obligation que celle de déclarer. Ensuite, il y aura des textes, et il y a déjà des textes sectoriels sur la déforestation, et il y aura le devoir de vigilance, qui existe un peu en France, mais qui est en train d'être normé au niveau européen. Ces obligations, elles seront des obligations de faire. Ça n'est donc plus du tout la même chose. On sera obligé de justifier d'un certain nombre de choses. Là, sur la CSRD, vous êtes, et je le dis aussi pour baisser un peu le niveau de la pression, parce que tout le monde est en train de dire « mais ça va être terrible ». Non, ça va être terrible, ça va être du travail complémentaire, mais un travail intéressant, parce qu'il est demandé notamment par les investisseurs, mais pas que, c'est le fait de déclarer un certain nombre de choses. Et quand on les déclare, c'est un peu comme pour la question financière. À partir du moment où vous faites un bilan, vous êtes obligé d'analyser. Et ceux qui vous auditent analysent l'entreprise d'une manière générale, sur des indicateurs. Là, on va voir la même chose. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'analyser les impacts de l'entreprise, notamment sur les questions climatiques, environnementales et sociales, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, donc je continue à avancer sur les normes bancaires. Alors, oui, pourquoi donc la NFRD, pourquoi est-ce qu'on sort de la NFRD pour rentrer dans la CSRD? Parce que la NFRD, pardonnez-moi cette trivialité, mais c'était la foire à la saucisse. C'est-à-dire, en gros, chacun faisait ce qu'il voulait.
je le dis avec beaucoup de respect pour ceux qui ont essayé de faire un vrai travail autour de l'extra-financier, mais vous aviez des entreprises qui ne déclaraient que ce qu'elles voulaient. Il y en avait d'autres qui déclaraient rien du tout. Il y en avait qui essayaient effectivement d'être vertueuses et de respecter les normes, mais on avait plus de 17 000 référentiels différents. Et donc, on arrivait sur la NFRD à avoir un marché qui était complètement illisible. Illisible pour les investisseurs, illisible pour les organismes, les ONG ou autres qui essayaient d'analyser également, illisible pour les clients. Donc, la CSRD a la vocation à mettre, et c'est vraiment le point, j'allais dire, essentiel, c'est qu'elle a vocation à mettre la même rigueur et la même absence d'arbitraire sur l'extra-financier que ce qui existe sur le financier. Le financier est normé, il y a la possibilité de vérifier, de contrôler. Ça ne veut pas dire, évidemment, le fait de mettre des feux rouges ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont les cramer. Mais au moins, on sait que des gens brûlent les feux rouges et on a un environnement qui est sécurisé. Et bien là, c'est la même chose. Et donc la NFRD, c'était la non-sécurité en réalité. C'est qu'on n'avait pas la capacité d'avoir des standards, notamment par secteur, qui soient identiques, qui soient tout simplement cohérents les uns avec les autres. Donc c'est ça la raison principale de la CSRD. Elle était demandée donc évidemment par les investisseurs, qui ont de plus en plus besoin d'avoir des critères qui sont des critères sérieux, des critères partagés, parce qu'il y a des arbitrages à faire au niveau des investissements. C'était évidemment demandé également par les ONG sur la transparence, notamment sur la chaîne de valeur, sur l'approvisionnement, les consommateurs, le travail forcé, le travail des enfants, etc., qui sont des sujets qui sont maintenant véritablement présents dans la société. Je ne dis pas qu'ils entraînent nécessairement immédiatement des conséquences en termes d'achat, mais ils internalisent dans l'entreprise la question quand même de l'image et de la réputation. Donc ça bouge, et par ailleurs, ça fait partie d'un ensemble qui est d'essayer de rendre l'économie plus virtueuse. Le manque de fiabilité des données, tout ça, on l'a déjà parlé. Je n'entre pas dans le fait, parce que c'est une réalité, là aussi, de plus en plus objective. L'entreprise sort de son rôle. Moi, quand j'ai commencé mes études de droit, l'entreprise, la société, c'était un contrat dans lequel on mettait en commun les profits et les pertes. C'était ça, c'était le contrat de société. Ce monde-là, il est derrière nous. L'entreprise au XXIe siècle, on a compris, et on le sait de plus en plus, que l'époque où on pensait que l'État allait arriver en disant voilà quels sont les objectifs, et puis l'entreprise, non. C'est terminé. On a bien compris que, par exemple, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, pour atteindre des résultats climatiques, le respect de la biodiversité, le respect des populations indigènes ou la non-pollution, par exemple, d'un certain nombre de territoires, eh bien, on sait très bien qu'il faut que les entreprises s'approprient ce sujet. Et qu'on ne peut pas construire sans les entreprises. C'est une évidence absolue. Mais il y a une contrepartie à ça. C'est que les entreprises se voient maintenant quasiment confier une mission d'intérêt général qui n'était pas le rôle de l'entreprise avant. Je ne veux pas dire qu'elles étaient uniquement sur les intérêts privés, mais on a maintenant une notion nouvelle de la société. Et la CSRD, c'est également la mise en, si je permets l'expression, c'est la mise en musique de cette nouvelle obligation pour les entreprises, le fait de s'insérer dans j'allais dire une chaîne complète plus vertueuse. Donc les entreprises vont rendre compte, et elles rendent compte à ce jour, donc des incidences financières, mais également, et là on va toucher du doigt la spécificité européenne qui s'appelle la double matérialité. Alors à chaque fois qu'on parle de double matérialité, les gens commencent à se dire, mais en fait c'est très simple, la double matérialité, c'est que dans la vision anglo-saxonne, je parlais tout à l'heure de l'ISSB et du travail que fait l'IFRS, ou que font d'ailleurs également les Chinois, les Japonais, les Indiens qui commencent à travailler sur ces normes-là. En réalité, ils sont dans une approche de simple matérialité, c'est-à-dire en gros quels sont les risques pour l'entreprise. Je veux dire, c'est une approche essentiellement financière, mais parfaitement légitime, qui consiste à dire, et notamment dans les bilans, dans les provisions, etc., quels risques pour mon entreprise représente, par exemple, le réchauffement climatique. Typiquement, Coca-Cola s'installe au Mexique, il a besoin d'énormément d'eau pour fabriquer pour son usine.
quel est le risque dans l'approvisionnement en eau de ma chaîne de production. Et ça, c'est un impact alors directement lié au réchauffement climatique, évidemment, la question de l'eau, mais ça va s'arrêter là. C'est la simple matérialité. La double matérialité telle que les Européens essayent de la développer, mais également un certain nombre, notamment le GRI ou d'autres, des organismes représentatifs également du monde anglo-saxon, essayent de mettre en place, et nous on va le faire, une double matérialité. C'est-à-dire non seulement l'impact et les risques sur l'entreprise, mais en retour, quel risque l'entreprise elle-même va engendrer pour, par exemple, pour reprendre l'exemple classique de Coca-Cola au Mexique, c'est quel risque il va engendrer dans son exploitation, le groupe Coca-Cola, sur l'alimentation en eau, par exemple, des populations locales, des agriculteurs mexicains, etc., etc. Et donc, là, on approche le concept de double matérialité. Ça veut dire que non seulement je dois intégrer dans mes comptes la question du risque climatique, mais il y a d'autres risques évidemment que le climatique, mais là, c'est pour avoir un exemple concret, mais également, et ça sera une nouveauté tout à fait considérable, quelles sont les conséquences de mon activité en termes environnemental, social et de gouvernance. Une fois que vous avez, j'allais dire, intégré cette double matérialité, vous avez en gros le résumé de toute la CSRD versus les autres normes qui sont en train d'être développées dans le monde entier. Ce qui veut dire d'ailleurs aussi, parce que je sais par avance que les gens vont dire, mais alors attention, parce que s'il y a des normes européennes et qu'il y a des normes internationales qui ne sont pas les mêmes, ça va être ingérable pour les entreprises qui travaillent à l'export ou qui travaillent en dehors de l'Union européenne. Alors là, il y a également une réponse pratique que l'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est que sur l'intersection, c'est-à-dire, par exemple, la matérialité climatique dont je parlais tout à l'heure, les risques pour l'entreprise, nous essayons d'avoir une convergence des normes, et on y travaille tous les jours, donc notamment avec l'ISSB. J'ai encore rencontré Emmanuel Faber il y a 3 jours. On essaye de faire en sorte que les normes internationales et les normes européennes convergent en ce qu'elles ont j'allais dire, alors, si ce n'est d'identique, en tout cas de convergent. Voilà. Et après, il y aura les normes européennes qui resteront, elles, spécifiques, je l'ai dit tout à l'heure, sur les questions sociales, sur les questions de gouvernance, mais qui auront aussi vocation à s'appliquer de manière à ce que le marché intérieur ne soit pas faussé, qui aura également vocation à s'appliquer aux entreprises non européennes, mais qui opèrent sur le sol européen. Exactement comme les Américains, au moment de l'IFRS, ont demandé à ce que les entreprises non US, mais si elles opèrent aux US ou si elles ont même une filiale ou des liens, alors doivent respecter les mêmes normes d'IFRS. Eh bien, nous essayons de faire la même chose avec les normes extra-financières européennes. Donc, je vous ai expliqué, donc voilà, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc, on a des exemples concrets, le travail des enfants, le travail forcé, tout ce qui est lié à la déforestation, tout ce qui est lié aux minerais, etc. On a un certain nombre de risques sur la chaîne d'approvisionnement. Là aussi, je veux dire que les choses soient un peu baissées d'un niveau. Parce que tout le monde dit, oui, mais alors il va y avoir des reportings considérables. Non. Par exemple, si on prend l'exemple de l'agriculture, il est clair que quelqu'un qui importe du soja peut avoir un lien avec la déforestation, aura vraisemblablement un lien avec les questions de déforestation, notamment au Brésil. Quelqu'un qui est viticulteur n'aura pas du tout le même problème. Donc, il n'aura pas besoin de déclarer, lui, sur sa chaîne d'approvisionnement, parce qu'il n'aura pas de risque. Donc là aussi, il faut raison garder. Oui, il va y avoir des normes complémentaires, mais elles n'auront pas vocation à s'appliquer à tout le monde. Et il y aura exactement comme quand vous faites une déclaration fiscale, vous pouvez avoir 50 pages de demandes, parfois vous n'en remplissez que 2, parce que vous avez vos revenus, et puis, je ne sais pas, un bien immobilier, et c'est tout. Voilà. Et alors qu'il y en a d'autres qui ont effectivement à remplir parce qu'ils sont dans des activités spécifiques. Donc, on aura cette question-là également qui se posera. Alors, pour rentrer un peu dans le champ d'application, donc, pour le moment, la NFRD, c'est-à-dire le texte actuel, s'appliquait à peu près à 10 000 entreprises.
À peu près. Et je vous l'ai dit de manière assez marginale pour un grand nombre d'entre elles, parce qu'il n'y avait pas de vrai contrôle, etc. On diffusera le PDF, voilà, parce que je pense que, en plus, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Moi, je suis au service du public, puisque je suis député. Donc, vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez, en vérifiant évidemment qu'il n'y a pas d'ânerie dedans, parce que sinon, ça serait dommage. Mais donc, les définitions, il y a des définitions de PME, bon, on a, et c'est celle-là qu'il faut retenir, parce que c'est les seules qui s'appliqueront, dans l'Union européenne. Donc on va avoir à terme, j'y reviendrai tout à l'heure, mais à terme, parce qu'il va y avoir des années pour mettre en œuvre la CSRD. Là non plus, il ne faut pas paniquer. Donc à terme, vous aurez à peu près 50 000 entreprises dans l'Union européenne. Alors, on parle de toute l'Union européenne, donc des 27 États membres. Vous aurez 50 000 entreprises qui seront concernées et 1000 environ PME cotées, puisque les PME sont exclues du champ d'application de la CSRD, du moins au départ, et en tout cas sur les secteurs génériques. Mais à terme, les PME cotées seront intégrées. Ça aussi, c'est des grands débats. Parce que vous avez au Parlement européen, vous compreniez comment on fait la loi. Quand cette loi a été faite, la Commission au départ a dit on intègre toutes les sociétés cotées. Et un certain nombre de députés, notamment sous l'influence de groupes, et on va dire beaucoup allemands notamment, en disant non, il est hors de question que les PME aient encore des charges administratives complémentaires, etc. Certes, il va y avoir des déclaratifs en plus. Mais d'un autre côté, ce que nous, on a essayé d'expliquer, c'est que si on exclut les PME cotées, alors elles vont avoir de plus en plus de mal d'avoir accès au financement. Tout simplement parce qu'au moment où les boards vont arbitrer les financements, il est clair qu'entre une entreprise qui aura déclaré le financier, l'état financier et qui l'aura certifié, et celle qui n'aura pas cette déclaration, l'investisseur, évidemment, à un moment, quand il passe au board, et vous le savez, il y a des arbitrages qui se font. Et donc, nous, ce que l'on voulait faire, et c'est pour ça qu'on laisse un temps, mais on s'est battu pour que les PME cotées soient quand même dans le schéma de la CSRD, c'est qu'il ne faut pas les priver de la capacité de faire appel au financement, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Donc, bon, les PME, donc vous voyez la définition. Donc, l'entreprise moyenne, c'est inférieur à 40 millions de chiffre d'affaires, 250 salariés. En gros, c'est ça le seuil. C'est donc plus de 40 millions, plus de 250 salariés. Voilà, c'est le seuil d'application de la CSRD, on va dire à terme, d'une manière générique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, décidément, je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, là aussi, vous voyez le schéma. Donc, on va démarrer réellement en 2024. On démarre en 2024. On attend encore les actes délégués. Alors, les actes délégués, c'est ce que la Commission va présenter aux deux législateurs. Le législateur, c'est le Parlement européen et le Conseil, donc les États, les représentants des États. Nous sommes co-législateurs, donc ça veut dire qu'il faut prendre une décision ensemble, comme si, si on avait Assemblée nationale et Sénat qui devaient voter le même texte. Donc nous, ça va se passer comme ça. On va avoir des actes délégués qui vont définir les normes et les standards. Pour le moment, il y a un travail qui a été fait par l'EFRAG, qui est l'organisme qui est en charge de l'écriture des normes et des standards. Puis la Commission va revenir vers le Parlement et le Conseil, on pense, on espère que ça soit avant l'été, là, 2023, de manière à ce qu'on adopte le premier paquet de standards et de normes. Puis ça va démarrer, donc on démarre par les entreprises qui sont déjà soumises à la NFRD, donc les fameuses 10 000 qui sont les grandes entreprises, les très grandes entreprises actuellement soumises, qui démarreront donc sur un reporting. Alors on est sur N-1, tout ça vous le savez, donc en gros on met 2025, mais qui intégrera l'activité de 2024, donc la première activité sur laquelle il va vraiment y avoir une nécessité de déclaratif, ça sera 2024, et comme les bilans, en gros, sauf exception, ils sont préparés en avril de l'année N+1, donc sur la période avril-juin, on aura le rapport extra-financier qui sera intégré, je le répète, au rapport financier, notamment, évidemment, sur les questions des provisions pour les risques. Je ne parle pas pour le reste, mais au moins pour les risques, qu'on les intègre dans les provisions du bilan. 2026, on arrive sur les grandes entreprises. Donc,
Entreprise d'intérêt public, enfin, je vous le voyais, hein, vous pouvez lire, donc j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. 2026, donc les grandes entreprises. 2027, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a donc des délais, la mise en œuvre des PME cotées avec la révision des premiers standards. C'est-à-dire, en gros, on va regarder, ça c'est quelque chose auquel le Parlement a été très attaché, on s'est battu pour ça, de manière à ce que les normes ne soient pas figées avant que le marché lui-même ne se les soit appropriées, parce que là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Les auditeurs eux-mêmes ne le savent pas. À 80%, hein, les normes rédigées par les FRAC sont des normes rédigées avec les Big Four qui tiennent la plume. Donc on n'est pas complètement dans un monde technocratique, bureaucratique. Ce n'est pas le cas. Mais il va quand même falloir regarder comment ça marche. Donc on aura la première révision des standards, on aura les PME cotées. Moi, je fais un pari. Je peux me tromper. Je fais le pari que les PME vont se mettre, notamment les cotées, vont se mettre volontairement, parce qu'on a la possibilité de le faire volontairement, et moi je pense qu'elles vont saisir l'occasion de le faire, ne serait-ce que pour ne pas être marginalisées, je répète, dans le cadre de leurs activités et de leur financement. Donc moi j'ai fait le pari, je peux évidemment me tromper, comme tout le monde, je fais le pari que de toute façon, ça va marcher, y compris sur la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que comme la sous-traitance classique, le donneur d'ordre, à un moment, comme il va être responsable de sa chaîne, même dans le déclaratif, il va demander des engagements à ses sous-traitants. Et donc, on va avoir une obligation, même si elle n'est pas légale, elle va être de fait, de facto, on va avoir une obligation de déclaration. C'est-à-dire que, par exemple, on l'a vu, hein, BMW, sur sa chaîne d'approvisionnement pour les batteries, n'arrivait pas à avoir les informations nécessaires. Il n'y arrivait pas, c'était compliqué, etc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réinternalisé à court terme, ça peut après à moyen ou je n'ai aucune idée de comment ça se passera, mais il a préféré réinternaliser justement pour pouvoir accéder aux datas. S'il avait eu les datas de la part de ses sous-traitants, s'il y avait eu une certification par des auditeurs ou autres des données qui lui sont, il n'aurait pas eu besoin de le faire. Donc voilà, on va petit à petit avoir cette chaîne d'approvisionnement, chaîne de valeur, qui va être mise en place. Pareil pour les PME cotées. Donc 2028, fin de l'exemption pour les PME cotées, sauf s'il y a prolongation de délai, hein, parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent, et c'est normal. Hein. Parfois, on s'aperçoit que le marché n'est pas mûr, que c'est pas prêt, que ça marche pas, et donc on décale. Il faut jamais y voir. L'Europe ne voit pas comme un échec le fait que des opérateurs d'un marché disent attendez, on a besoin de 2 ans de plus, 3 ans de plus. On l'a vu il n'y a pas très longtemps sur les moteurs thermiques, on peut le voir sur tout un tas de sujets. Parfois, il est bon de prendre en compte aussi la réalité des exploitants eux-mêmes. Et quand ils vous disent non, on ne peut pas le faire, donnez-nous 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, dès lors que les normes sont acquises, dès lors que le schéma est en place, il ne faut pas voir ça comme un recul, comme un échec. C'est tout simplement une mise en œuvre concrète. 2030, on arrive, et mon tableau, je crois, s'arrête là. On a les consolidations. Alors, là aussi, hein, on a essayé, pour des raisons de simplification, de consolider au niveau des maisons mères et de ne pas faire un reporting par filiale. Excepté sur un point, notamment en matière textile, il peut y avoir des filiales qui ont des activités, par exemple des politiques d'achat, différentes de celles du groupe ou de la maison mère, pour des raisons X ou Y. Dans ce cas-là, l'auditeur devra... Et là aussi, c'est sous l'appréciation de l'auditeur d'ailleurs, hein, c'est quand il y a on va dire des modifications notables par rapport au groupe. Et donc, c'est reporté au niveau du groupe. Si une filiale a une activité spécifique, un peu différente des guidelines du groupe, alors l'auditeur, sous contrôle évidemment, déclarera l'activité de la filiale. Mais sinon, ça se passera au niveau des maisons mères. Et on essaye de faire la même chose, et ça, c'est une vraie nouveauté en Europe. C'est que pour la première fois, l'Europe a voulu être un vrai rule maker. C'est-à-dire, il a voulu faire en sorte que ces normes, non seulement soient les siennes, et qu'on n'importe pas les normes, notamment des États-Unis ou ailleurs, en disant voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est un enjeu de souveraineté, de vraie souveraineté économique et juridique. Mais on a également fait en sorte, de manière à ne pas pénaliser les entreprises européennes, de faire en sorte que les maisons mères, et ça, la Commission ne voulait pas, en disant « mais on ne sait pas faire ». C'est de dire « mais non, mais les maisons mères externes, mais qui ont des activités, notamment chinoises ou autres, qui ont des activités au sein de l'Union européenne,
et qui évidemment sont dans les seuils. On a même mis des seuils spécifiques au départ parce que la Commission a voulu un peu plus surélever, donc on est à 250 millions plutôt que 40 millions. Mais donc les grandes entreprises mondiales non européennes, lorsqu'elles opèrent en Europe, seront soumises aux mêmes contraintes déclaratives. Et ça, c'est une révolution, vraiment, parce que c'est la première fois que l'Union européenne essaye d'imposer ces normes, mais non pas de manière violente, mais de manière juridique et de manière économique, de faire en sorte que ces normes s'appliquent également. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça d'abord, encore une fois, pour préserver le marché intérieur, parce que ça suffit. Enfin, je veux dire, le moment où on demande, par exemple, aux agriculteurs ou ailleurs, on demande de faire des efforts, et je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, il faut être beaucoup plus vertueux, mais vous ne pouvez pas demander à un agriculteur, pour prendre un exemple tout à fait de bon sens, vous ne pouvez pas lui demander de dire, bah oui, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser tel produit, tel produit, tel produit, mais en revanche, tout ce qui arrive d'Amérique latine, tout ce qui arrive du Canada, etc., ça peut l'utiliser. Et donc, vous vous trouvez dans une situation qui est absolument paradoxale, où vous encouragez des agriculteurs ou des éleveurs à être vertueux sur votre territoire, mais vous les mettez en concurrence avec des produits qui, eux, sont pas soumis aux mêmes contraintes. C'est juste impossible. Et ça a entraîné des conséquences majeures. Et donc nous nous battons depuis des années, et la Commission ne voulait pas nous entendre, au motif que oui, mais si on met des barrières à l'entrée, alors il y aura des barrières à la sortie. Enfin, ça, ce débat-là, on peut l'avoir évidemment très très longtemps. La réalité, c'est que si on ne fait pas ça, alors on va tuer. On va tuer tout simplement à la fois nos entreprises, nos agriculteurs et nos éleveurs. Ils ne vont pas y arriver. Donc il faut les aider. Et pour les aider, il faut que le marché intérieur soit fluide. Et ça veut dire par exemple que si une entreprise européenne n'a pas le droit ou doit déclarer, mais après dans le devoir de vigilance n'aura pas le droit, l'obligation de faire, d'importer par exemple des chaussures qui sont fabriquées par du travail forcé, par de l'esclavage ou par des enfants, alors on ne doit pas permettre aux Chinois ou aux Américains d'importer en Europe ou d'exporter en Europe des chaussures qui sont fabriquées par des enfants, etc. C'est juste une question d'évidence. Mais sauf que l'évidence, il faut la décliner après en matière juridique. Et c'est très compliqué parce que vous vous opposez à, on va dire, un certain nombre de résistances et à une idéologie quand même qui était très 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 marquée, qui était celle de pas de barrières, pas de frontières et le libre-échange totalement ouvert. Je pense que cette période de naïveté est un peu passée. Parce que quand même, il suffit d'aller voir aux États-Unis, en Chine, j'en parle même pas, pour voir comment les marchés sont protégés, pour être quand même un peu naïf, pour dire l'Europe est le seul endroit au monde où on va finalement être en open bar, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut vendre, ça suffit. Voilà, ça suffit, dès lors que maintenant il y a des enjeux qui sont des enjeux considérables. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle plus simplement de profit et de perte, on parle aussi d'esclavage, de déforestation, de destruction de la biodiversité et de risques climatiques avec le réchauffement, enfin le dérèglement climatique plus que le réchauffement, le dérèglement climatique qui risque d'entraîner des conséquences majeures. On le sait depuis des années, on l'a vu par exemple sur la question de l'eau, et on parlait à l'époque de guerre de l'eau dans les pays du Sud. On s'aperçoit malheureusement que la violence autour de l'eau et de l'utilisation de l'eau peut toucher nos propres pays. C'est déjà le cas aux États-Unis. Ça risque demain d'être le cas dans certaines régions européennes. Voilà, donc, je l'ai dit, les maisons mères, la consolidation possible, je vous l'ai dit. La consolidation au niveau de la filiale, ça c'est possible aussi. Donc les succursales, 150 millions en Europe, etc. Tout ça, je vous l'ai dit, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Les secteurs, juste, et je vais aller assez vite là-dessus parce que je pense que j'ai bientôt passé, je ne sais plus à combien j'en suis, mais je ne voudrais pas non plus. Si je veux laisser un peu de temps, voilà, bon, ok. Donc si je veux laisser un peu de temps pour les questions, vous en avez sûrement. Donc ça, c'est les normes telles que nous sommes en train de les rédiger, donc au niveau européen. Les FRAG. Donc l'EFRAG, qui est un organisme, je vous l'ai dit, indépendant, mais qui travaille sous la direction de Patrick de Cambourg, qui est un des cofondateurs de Mazars. Donc si j'insiste sur le fait que c'est Mazars, c'est les Big Four, etc., c'est juste pour qu'on m'enlève ce procès. J'ai entendu une petite musique en disant « mais c'est la bureaucratie européenne ». Pas du tout. Pas du tout. C'est en l'état essentiellement les auditeurs, c'est-à-dire ceux qui seront amenés
à contrôler et à valider les normes. J'ai encore un problème avec les agences de notation, parce que les agences de notation ne sont pas dans le schéma, et ça c'est inquiétant, parce qu'elles sont toutes aux mains des États-Unis. J'ai aucun problème avec les États-Unis, qui est un pays que j'adore, sauf que les datas qu'ils vont extraire ne seront pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Donc bon, mais laissons ce problème-là. Donc vous voyez, vous avez les normes générales, avec les demandes, etc. Vous avez les normes environnementales, changement climatique, pollution. Enfin bon, je ne vais pas vous faire dans le détail la question de la biodiversité, qui est une question qui n'intéresse absolument pas ni les Chinois ni les Américains, et qui pourtant devrait les intéresser. La question de l'économie circulaire, évidemment. Vous avez les questions sociales. Donc les questions sociales, c'est aussi les conditions de travail sur les chaînes de valeur, parce qu'il est bien évident, enfin bon, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous savez très bien qu'à partir du moment où on peut intégrer du travail, du quasi-esclavage, du travail forcé, etc., on perd les emplois aussi, ici. C'est une évidence. Donc il y a un contrôle qui sera fait aussi par les syndicats, non pas pour empêcher ça, mais pour essayer de faire en sorte, enfin pour empêcher le travail forcé si on peut, et l'esclavage bien sûr, mais surtout pour faire en sorte que les normes sociales soient à peu près, par exemple, les standards de l'OIT, le standard minimum de l'OIT. Personne ne demande à ce qu'au Bangladesh, il y ait les mêmes droits sociaux qu'en Europe ou qu'en Allemagne, évidemment. Mais en revanche, il y a des normes minimales. Et donc le but, c'est d'arriver à faire en sorte que ces normes minimales soient respectées pour les produits qui entrent au sein de l'Union européenne. Bon, la gouvernance, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça aussi. Hein, les business conduct, c'est le G de l'ESG. C'est quelque chose qui est problématique, parce que ça touche aussi à la capacité, à l'autonomie des boards. Donc, en règle générale, on n'aime pas dans les entreprises que l'on vienne d'expliquer un certain nombre de règles de gouvernance. C'est toujours compliqué. Ça va se mettre en place. L'égalité femmes-hommes, je répète, le non-travail, etc., des enfants, tout ça va se mettre en place. C'est une question de temps. Je pense que le chemin maintenant est en marche. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est bien d'avoir déjà des informations, et c'est bien que les entreprises se posent des questions à ce sujet, parce que c'était complètement sous les radars pour plein d'entreprises. Donc c'est un sujet qui va remonter, et c'est intéressant. Parce que c'est ça qui va permettre à terme de bouger. Moi, je ne suis pas pour que, encore une fois, tout soit bouleversé du jour au lendemain. Mais je suis pour qu'on ait les infos. Infos sur la gouvernance, etc. Et je vais terminer. Bon, ça, c'est les secteurs. Oui, parce que dans un deuxième temps, il y aura des secteurs identifiés spécifiques qui sont des secteurs dits à risque par l'OCDE, mais que l'Europe ne veut pas identifier comme secteur à risque pour ne pas les discriminer. On appelle ça donc des standards sectoriels, ok ? Donc c'est de la novlangue, mais la réalité, c'est qu'il y a des secteurs, et je l'ai dit tout à l'heure, par exemple l'agriculture, l'élevage et la pêche. Dans l'agriculture, la viticulture, tout le monde s'en fout. Enfin, je parle en termes de CSRD. Enfin, il peut y avoir des problèmes de main-d'œuvre parfois au moment des récoltes dans certains pays européens. Mais bon, globalement, ce n'est pas majeur, et par ailleurs, nous avons déjà les normes qui permettent. L'extraction des mines, l'énergie, bien sûr, l'alimentation, le pétrole, le gaz, tout ce qui est lié à la taxonomie aussi, hein, donc question de climat, ce qu'on appelle l'économie verte, l'énergie. Voilà. Les clauses de sauvegarde, donc ça j'en ai déjà parlé. On évite les obligations de reporting pour les PME. On va avoir un single access point, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que toutes ces normes, tous les standards soient disponibles dans un format qui est un format électronique dans lequel on puisse extraire les données, et que ça soit le même, un point unique pour toute l'Union européenne. Donc ça permettra une véritable transparence des informations. Voilà, que vous dire d'autre ? Oui, qu'il faut en même temps, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les agences de notation, sur le fait d'ouvrir. Pour le moment, les financiers ont le monopole. Enfin, les financiers, tous les auditeurs financiers, les Big Four et un certain nombre d'entreprises qui arrivent derrière ont le monopole, hein, ou presque le quasi-monopole, du financier. Moi, je rêve d'un monde où on peut faire rentrer sur ce marché-là, et l'Europe l'a demandé, et moi je me suis vraiment investi pour qu'on le fasse, pour qu'on fasse rentrer sur ce marché-là
des vrais experts indépendants. C'est-à-dire que là aussi, qu'on sorte des logiques des agences de notation où chacun fait un peu ce qu'il veut. Et on voyait par exemple des EHPAD qui avaient des notes extraordinaires en ESG, alors qu'en réalité, évidemment, c'était une horreur à l'intérieur de l'EHPAD, tout simplement parce que les critères ne sont pas bons. Moi, je rêve d'un monde où on ait la même rigueur sur l'extra-financier que sur le financier. Et donc, il ne s'agit pas de critiquer les Big Four, au contraire, il s'agit d'amener les Big Four à tirer aussi les experts indépendants vers le haut. Et je pense, je pense par exemple en France au Bureau Veritas, il y a pour les plans de transition en matière climatique, il y a une nécessité d'avoir des ingénieurs. C'est un métier nouveau, c'est un métier spécifique. Et donc, il faut que ces ingénieurs, que ces experts en matière extra-financière puissent travailler de manière certifiée. C'est très important pour les financiers, c'est très important pour les gens qui vont avoir les activités extra-financières. Donc voilà, et on a permis, voilà, c'est très bien. Donc on a essayé de faire en sorte que les certifications, et la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie vont le faire très rapidement, qu'on ait la certification de tiers indépendants, mais qui soient sous le même contrôle que les CAC en France ou les auditeurs, qu'on ait la même rigueur, le même contrôle, les mêmes obligations de déontologie, de secret, etc., de manière à pouvoir avancer très concrètement et de permettre aussi dans les grandes entreprises cotées, je crois de mémoire, je ne crois pas me tromper, c'est 5% des actionnaires qui auraient la capacité de demander un audit à ces tiers de confiance, ces tiers certifiés, par exemple, sur certaines activités d'une entreprise, si ils veulent contrôler une des mentions qui figure dans le rapport financier. Voilà, j'ai peut-être dépassé mon temps, mais donc maintenant on en est à avez-vous des questions? Donc je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Je crois que des micros, il faut lever la main, je crois que des micros circulent. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Bonjour, ma question, bonjour. Elle repose sur le sujet comme autour des véhicules à moteur et donc des transports publics. Il y a pour moi une contradiction qui circule entre ces personnes qui à la fois, par exemple, il y a une décision qui a été prise par l'Union européenne qui est d'interdire les moteurs thermiques d'ici 2035, mais en face, il y a quand même des experts qui avancent des arguments assez solides quand ils disent qu'il s'agit là plutôt d'une utopie de la part de ces derniers, quant au fait que ce ne sont pas forcément des décisions qui seront bonnes sur le long terme et que dans 10 ans, ils pourraient être amenés à regretter de s'être coupés des moteurs thermiques, car en vérité, pour ceux qui sont contre, c'est que passer au moteur électrique, ce n'est pas si écologique et que cela. Et pour faire un parallèle avec la CSRD, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Alors, je ne vais absolument pas vous répondre, non pas parce que la question n'est pas intéressante, elle est passionnante sur les questions comment j'arrive à la neutralité carbone à l'horizon 2050 en passant par des étapes 2035-2040. Il y a la même question sur l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène est une possibilité, etc. Est-ce que les énergies renouvelables sont une possibilité? Est-ce que le nucléaire est une possibilité? Tous ces débats-là ont lieu au niveau européen et ne concernent pas la CSRD en tant que telle. C'est pour ça que je ne vais pas vous répondre, parce que on pourrait y passer des heures sur les moteurs thermiques. Est-ce que l'industrie automobile européenne, en l'état, est en capacité de répondre au marché chinois et américain qui est en train de prendre une part non négligeable du marché? J'en sais rien et je me garderai bien de vous répondre, parce qu'il est possible qu'il y ait 60 réponses différentes dans la salle et que chacune soit intéressante. En revanche, la CSRD, c'est pas ça. La CSRD, c'est si vous produisez des moteurs thermiques, vous le dites. Si vous produisez des moteurs électriques, vous le dites. C'est juste une information. Et donc, ça va permettre, par exemple, de savoir comment est-ce que Renault ou Porsche, puisque c'est au départ Porsche sur le e-fuel ou sur un certain nombre de... Comment eux veulent atteindre. Et ils vont dire, nous, c'est simple. On va produire tant de moteurs avec tel type de carburant
et nous considérons que nous arriverons à la neutralité de notre flotte avec tant d'hybrides, tant d'électriques et tant d'e-fuel. That's all. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'on se trompe sur la CSRD. La CSRD, ça n'est en aucune manière l'obligation pour une entreprise de dire « je m'aligne sur telle ou telle norme ». C'est moi, dans mon business, je considère que, par exemple, typiquement, j'ai discuté assez longuement, et c'était un des premiers qui a voulu discuter avec moi, Nestlé, sur la question de la déforestation et de l'huile de palme. C'était passionnant de voir comment lui essaye, grand groupe suisse, mais qui opère partout en Europe, comment il opère pour essayer d'arriver à zéro importation de production liée à la déforestation. C'est ça qui est intéressant. Et il va vous expliquer quelle est sa chaîne d'approvisionnement. Et après, ce que m'avait dit Nestlé, et ça m'avait marqué, et c'était la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il faut que le marché soit bien défini, c'est que Nestlé disait « mais moi, je suis à 90% de ce que je peux faire, mais tant que vous me mettrez en concurrence sur les 10% restants avec des gens qui peuvent importer à des coûts, etc., alors je ne serai pas en capacité d'aller à 100%. Michelin m'a dit exactement la même chose sur les gommes et le caoutchouc durable. Michelin a ses propres plantations d'EVA pour justement sécuriser sa propre chaîne d'approvisionnement. Après, je ne sais pas si c'est 100% de son import. Donc voilà, il faut que les entreprises nous expliquent quels sont les plans qu'elles mettent en œuvre pour atteindre des objectifs qui sont les objectifs que vous évoquiez de la décarbonation. Mais oui, vous avez raison sur un point, et ça, moi, je m'en suis toujours méfié, et il faut que les politiques, d'une manière générale, s'en méfient. Il y a, comme le disait Umberto Eco, à chaque question complexe, il y a toujours des réponses simples. Et en général, elles sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'un problème complexe, il faut comprendre, il faut admettre qu'il n'y a pas nécessairement une réponse. Et je vous parlais tout à l'heure de l'énergie. Moi, je suis persuadé que l'énergie en France passe nécessairement par le nucléaire, au moins encore pendant des années. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'un plan pragmatique. J'ai une économie qui est à 60%, 70% parfois, mais bref, l'électricité qui est produite de manière nucléaire, donc je dois l'intégrer dans mon schéma et dans mon plan. Si je suis polonais, ce n'est pas la même chose. Quand je suis en Pologne, la réponse que je dois poser à la décarbonation, et ça doit être comment je sors du charbon tout en n'important pas du gaz russe. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que tous ceux qui arrivent, et ça, l'Europe, c'est une école de la modestie en France, quand vous écoutez les politiques, mais quel que soit le bord, ils ont toujours des réponses certaines sur tout. Sur tout. C'est-à-dire, ils savent, il faut ça, En Europe, vous êtes obligé d'être très vite modeste parce que vous comprenez que ce qui est vrai pour vous n'est pas nécessairement vrai pour votre voisin et que donc il faut trouver des compromis et des équilibres. Voilà. Donc en matière automobile, en matière de travail, c'est pareil sur les secteurs. Il y a des secteurs, ça va être très compliqué d'arriver, par exemple, à ne pas importer du travail, d'exploitation, etc. On sait très bien qu'au Bangladesh, au Vietnam ou ailleurs, on va avoir le problème encore pendant des années, certainement. Et il faut trouver les nouvelles chaînes. Si vous n'importez plus du Bangladesh, par exemple, il faut trouver, pour pouvoir fournir, il faut trouver d'autres fournisseurs qui, eux, vont respecter, etc., etc. Ça prend du temps. C'est des investissements, c'est du temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, oui. Bonjour. J'ai vu qu'il y avait 82 critères et qu'il y a aussi des sous-critères dans chaque critère, donc ça a l'air d'être un grand travail. Ouais. Je me demandais qu'est-ce qui se passe si les compagnies ne suivent pas exactement. Est-ce qu'il y a vous avez réfléchi à des répercussions Alors, j'aimerais pouvoir vous répondre, mais je ne peux pas le faire en réalité parce que la partie des contrôles et des sanctions relève des États membres. L'Europe n'a pas de compétences là-dessus. L'Europe arrive avec ses propres normes. L'Europe a demandé aux États membres, mais c'est comme la certification. Parce que je sais très bien que, et vous avez raison de poser cette question, rien ne se passera si je n'ai pas les organismes de contrôle. Enfin, c'est comme le bilan. Si je n'avais pas des commissaires aux comptes pour les certifier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un faux bilan qui sort sur des centaines de milliers, vous allez en avoir, bien sûr. Parce qu'on va cacher des choses aux commissaires aux comptes, bien sûr. Mais la réalité, c'est que 99,99% des bilans qui sortent, ils sont contrôlés, certifiés et ils sont exacts.
Pour ça, il faut qu'il y ait des commissaires aux comptes, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient contrôlés, il faut qu'ils soient assermentés, etc., etc. Il faut qu'on ait la même rigueur pour l'extra-financier. Pour ne rien vous cacher, j'ai demandé un rendez-vous au ministre, parce qu'en plus, pour arranger en France, il y a 2 ministères de tutelle. Il y a le ministère de l'économie et des finances qui s'occupe notamment de l'AMF, etc. Et puis il y a le ministère de la justice qui s'occupe des contrôles du H3C, bref. Et donc, j'ai demandé un rendez-vous aux 2, et je dois prochainement voir Monsieur Dupond-Moretti. Honnêtement, c'est sous les radars pour eux. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Et donc, justement, je continue à faire... je prends mon bâton de pèlerin et puis je leur dis, mais attention, il ne suffit pas d'avoir des normes européennes. Il faut, même si vous les implémentez, et elles vont être implémentées en France, j'ai aucun doute, mais ça ne suffira pas. Il faut que ça soit contrôlé, il faut que ça soit vérifié, il faut que ça soit sanctionné aussi s'il y a des fausses déclarations. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'enjeu de demain, mais ça relève des États membres et plus de l'Union européenne. Malheureusement, en ce qui me concerne, j'aimerais bien... C'est un peu, pour moi, c'est aussi absurde que si on me dit à Lyon, à Marseille et à Clermont-Ferrand, on n'applique pas les mêmes règles. C'est-à-dire, le fait de savoir qu'au sein de l'Union, ce n'est pas nécessairement les mêmes règles qui vont s'appliquer partout avec la même rigueur, les mêmes contrôles, ça me paraît totalement absurde. Voilà. Mais c'est comme ça fait partie des délégations et de la souveraineté nationale. Donc je la respecte. Après, le problème que j'ai, c'est que des pays ne vont pas le faire. Et mon risque, c'est le cherry picking. C'est-à-dire qu'on est exactement comme en matière sociale ou en matière fiscale. C'est-à-dire que, mettons, je prends au hasard, je ne sais pas, la Bulgarie qui décide de certifier personne parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'elle n'a pas les moyens, etc. Mon gros risque, c'est peut-être un risque théorique, mais bon, quand on voit ce qui s'est passé en matière fiscale, on peut quand même avoir des inquiétudes. C'est que si demain les contrôles, les normes, etc. deviennent trop rigoureuses, j'ai quelques sociétés mères qui décident d'aller dans tel ou tel pays parce qu'ils pourront faire des déclarations avec une certification qui ne sera pas contrôlée, vérifiée. Donc ça, c'est mon grand risque, évidemment. Pas le mien, c'est celui du marché aussi. Donc voilà, il faut arriver à faire en sorte que la certification... Bon, mais si déjà elle démarre en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, enfin on a déjà les grands... UK va le faire aussi, j'ai aucun doute. Je pense quand même que ça devrait aller assez vite. Si les Pays-Bas prennent la suite... Voilà. Comme on a énormément de maisons mères, de holding aux Pays-Bas, ça va aller vite. Oui. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question au niveau de, notamment votre dernier slide. Vous avez parlé d'un endroit où on pourrait récupérer toutes les différentes normes, en fait, ça sera expliqué, etc. Alors ma question, c'est pour une entreprise qui va faire la CSRD. Aujourd'hui, on se fait solliciter par les Big Four, comme vous l'avez dit, pour des propositions d'accompagnement à la CSRD. C'est très onéreux, etc. Et ma question, c'était sur cette plateforme que vous avez mentionnée, est-ce qu'il y aura des explications un peu, on va dire, un tutoriel guidé pour qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir de grosses charges salariales? Non, je suis désolé, c'est pas au niveau de l'ESAP que ça peut se faire, mais ça devra se faire. J'en avais parlé à l'époque avec Olivia Grégoire, quand elle était en charge au sein du ministère de l'économie, elle était en charge de cette question-là. Maintenant, elle est passée sur les PME. Et donc, d'ailleurs, je n'ai plus, je le dis, juste pour info, j'ai plus d'interlocuteur de rang ministériel, puisque Bruno Le Maire, évidemment, il a autre chose à faire. Donc, je n'ai plus d'interlocuteur de rang secrétaire d'État ou ministériel sur ces questions-là. Mais normalement, c'est l'État français. Et chaque État membre qui doit accompagner, bien sûr, il faut le faire. Et nous, on l'a demandé, notamment pour les PME. Vous avez pointé du doigt, c'est-à-dire la question, c'est est-ce qu'on renforce la situation de monopole avec les coûts que ça va engendrer? Parce que c'est pas simplement le monopole. Au départ, ils vont le faire pour moins cher, puisqu'ils ont déjà le financier. Donc ils vont faire presque gratuitement, j'exagère. Mais en tout cas, à un prix qui va tuer la concurrence sur l'extra-financier. Et puis après, une fois que vous êtes en situation de monopole, bah voilà, vous savez très bien comment ça se passe. Et donc les prix peuvent réaugmenter. Voilà. Donc, mais j'espère qu'au niveau français, oui, il y aura un accompagnement. Mais ça ne sera pas au niveau de l'ESAP. L'ESAP, c'est vraiment la data, l'extraction, le format de la data, mais pas le fait de faire son propre reporting. Je crois qu'il y avait une question là. C'est la même? C'est bon? OK. Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. J'ai une question très pragmatique. Sur le court terme,
vous avez évoqué le seuil de 250 salariés. C'est en France, en Europe ou dans le monde? En Europe. Les seuils, dans le monde, non, parce qu'on n'a pas encore vocation. Donc je vais dire, on a vocation à normer au niveau européen. On ne nous a pas donné encore le pouvoir de légiférer sur le reste du monde. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Non, c'est uniquement les normes européennes. C'est juste, si j'ai parlé de la France, c'est pour montrer qu'il y avait une différence sur la définition des petites et moyennes entreprises en Europe versus la France. Mais les 250, les 40 millions de chiffres d'affaires, ça, c'est les normes CSRD européennes. Avec le timing, hein, le décalage que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'est bien 250 et 40 millions. Et de mémoire, je ne sais plus combien au bilan, c'était 20 millions ou 20 millions au bilan, je crois. C'est 2 des 3 critères cumulatifs, pas les 3. On peut prendre une dernière question si on en a une. Ouais. Non. C'est bon? Ah, non. Okay. Bonjour, merci pour votre présentation. Dernière question, est-ce qu'on a réussi à évaluer l'impact que créerait justement la mise en place de cette CSRD sur finalement l'environnement globalement et même la responsabilité sociale des entreprises? Est-ce qu'on arrive à estimer? Sur l'environnement, lui-même, je croyais que vous alliez me demander sur les entreprises. Alors l'impact sur les entreprises, il a été mesuré, il a été calculé. Il y avait une grosse étude d'Ernst & Young au départ en amont des textes. Depuis, il y en a d'autres. Et on attend maintenant une consultation et une étude qui va être faite sur la base des normes dont je parlais de l'EFRAG, parce que les normes et les standards donc, ne viennent à peine d'être portés, j'allais dire, à la connaissance de la Commission. Donc il y a une étude qui est faite aussi pour regarder dans quelle mesure ça peut être mis en œuvre. Après, sur les conséquences en termes environnementaux, je suis incapable de vous dire. Je pense que moi, là aussi, je fais partie des gens qui pensent que la transparence fait bouger beaucoup plus que les sanctions. C'est le fait d'être obligé de regarder déjà, et puis de regarder comment on peut améliorer. C'est très très compliqué de savoir, notamment en termes de transport. Est-ce qu'il va y avoir des transports alternatifs? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure des impacts de l'énergie? C'est vraiment difficile de savoir. Une chose est certaine, c'est que si on n'a pas ces informations-là, c'est la prime aux voyous. En l'état, il y a une prime aux voyous, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que les très grandes entreprises essayent d'être vertueuses pour l'essentiel. Enfin, je parle des entreprises européennes. Il faut là aussi arrêter de stigmatiser, etc. Ça n'est pas vrai que l'Europe est certainement une des zones, pas certainement au sens, c'est certain, du monde où les questions sociales, environnementales, de gouvernance et d'une manière générale climatique sont les mieux prises en compte et les plus prises au sérieux, exactement comme l'agriculture et l'élevage. Je ne dis pas que tout est parfait, loin s'en faut. Mais si vous allez vous balader ailleurs, vous voyez que c'est sans commune mesure. Et donc, bon, je pense que sans stigmatiser, il faut arriver à montrer cette transparence. Et puis les entreprises vont se copier, hein. Je veux dire, à un moment, les bonnes pratiques, elles se passent d'une entreprise à une autre. Les investisseurs vont dire, bah tiens, dans telle boîte, il se passe telle chose, pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même? Enfin bon, tout ça, vous le savez, c'est le business courant, hein. Donc ça va se faire. Pareil avec les auditeurs, pareil avec les avocats. Il y aura beaucoup de contrats. Moi, je suis avocat de formation, je me tue à dire aux avocats, essayez de sortir de votre bulle et de votre zone de confort et aller aussi sur ces sujets-là. Parce qu'il y a plein de sujets contractuels sur la chaîne de valeur, de responsabilité, de déclaration, etc. Donc il faut que chacun, je parlais des ingénieurs tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour les juristes, il faut que chacun sorte de sa zone de confort, les financiers évidemment au premier chef, et qu'on s'approprie ces sujets-là. Mais quelles seront les conséquences? Je suis incapable de vous le dire. J'espère qu'elles seront positives et rapides surtout. Voilà. Ben, merci infiniment. On me fait signe que ça y est, c'est l'heure. Donc, bonne fin de conférence.